j'ai décidé de penser, en fait, cette communication-là sur comment, en fait, quelle est la part des universités et des groupes de recherche aussi en région, donc en région, on va dire, éloignée ou urbaine ou même rurale dans certains cas, là, donc en région très éloignée. Quelle est la part, puis qu'est-ce qu'on fait de mieux que les autres ne font pas? Fait que dans le fond, mon titre, il est directement issu de ça, puis le titre, il n'est pas de moi... il n'est pas de moi, c'est vraiment inspiré de la théorie de l'identité sociale de Tajfel et Turner. C'est une théorie en psychologie sociale, là, si on veut, qui explique les rôles, la création d'une identité de groupe, en gros, c'est ça, puis les relations intergroupes aussi. Je n'irai pas plus loin parce que ce n'est pas l'objectif de cette présentation-là, mais je trouvais en tout cas du moins que l'esprit de cette théorie-là reflète bien ce que je voulais vous apporter. OK, bon, pardon, ceux qui sont en ligne. Ce que je vous présente ici, ce que je vous propose dans les prochaines minutes, c'est les éléments suivants. Je vais quand même je vous ai déjà expliqué le contexte de cette communication, mais je vais plus vous parler de la démarche de réflexion qui a mené à la construction de cette communication-là. Je vais vous parler aussi, puisqu'on parle d'université, on parle nécessairement de diplomation. Je vais vous en parler un peu de ça. Je vais apporter des statistiques sur la diplomation en région. On va parler du cas des étudiants aussi de première génération universitaire, les EPGU, en fait, parce qu'il y a aussi les EPGC, les étudiants de première génération collégiale. Mais moi, je vais me concentrer sur les étudiants universitaires. Je vais aussi vous apporter le concept de stewardship of place que j'ai lu dans certaines de mes lectures, qui vient des États-Unis, mais que je trouvais quand même assez intéressant, en fait, à mobiliser dans le cadre de cette présentation-là. Puis, en fait, finalement, on va changer de titre. Ça va être la conclusion. OK. Démarche de réflexion. Je suis au département des sciences humaines et sociales. Je suis rattachée à l'unité d'enseignement en travail social. Moi, je suis comme Julie hier. Finalement, je suis une organisatrice communautaire de formation, donc je m'intéresse souvent aux inégalités sociales. Mais dans le cadre de mon travail, de façon plus précise, à finalement quelles sont les conditions finalement qui permettent aux collectivités d'assurer un bien-être et une qualité de vie à ses membres. En gros, c'est pas mal ça. C'est compliqué que ça d'en faire, hein? Mais en gros, de façon globale, c'est pas mal ce qui me drive, qui m'intéresse dans mes recherches, dans mes lectures, dans mes réflexions et tout ça. Fait que la première approche, en fait, que je vous présenterai pour vous expliquer ma démarche de réflexion, c'est le cadre écologique de Bronfenbrenner, que je présente souvent à mes étudiants. C'est pour ceux qui sont en travail social, vous l'avez sûrement déjà vu, en fait. C'est la façon dont on conçoit finalement le développement d'une personne dans sa collectivité, dans sa communauté, dans les environnements, les différents environnements. Puis la personne est ici au centre, l'ontosystème, si vous préférez. Puis plus ça va, elle évolue dans des microsystèmes, il y en a plusieurs. Dans le mésosystème, c'est les relations entre les différents microsystèmes. Vous avez l'exosystème qui est le plus large, le plus éloigné, les politiques, les valeurs et tout ça. Puis vous avez le macro. Je pense que tout le monde connaît le macro, là, les grands événements mondiaux qui peuvent influencer directement ou indirectement les individus et aussi les collectivités. Fait que moi, dans le fond, ce dont je vais vous parler dans les prochaines minutes, je n'ai pas pris mon temps, il me reste OK. Dans les prochaines minutes, oui, je vais vous parler un peu de ce qui se passe dans l'onto, dans les micros, mais aussi et surtout ce qui se passe dans le méso, c'est-à-dire comment l'université entre en relation avec les personnes dans un contexte de développement, en fait, des personnes pour assurer le bien-être et la qualité de vie. L'exo, peut-être un peu moins, puis on va parler aussi des éléments du macro. J'ai oublié aussi le chronosystème. Là, ils ont essayé de faire un modèle 3D. C'est pas super. Toutes les tentatives de faire un modèle 3D de l'approche bioécologique n'ont pas vraiment bien réussi, mais tout ça pour dire que ça peut évoluer dans le temps. C'est pas statique. Dans le temps, ça évolue au gré des éléments et tout ça. Fait que ça, c'est la première chose. Considérant que moi, je vais vous parler des différents microsystèmes et surtout ce qui se passe dans le mésosystème, dans le fond, c'est aussi parler de ce que moi, il m'intéresse tout particulièrement dans mes recherches, c'est le développement du pouvoir d'agir, mais, je déplace ici, des collectivités surtout. Moi, je suis moins dans l'individu, je suis une organisatrice communautaire, je suis plus dans les collectivités. Fait que je vous l'ai dit tout à l'heure, comment les collectivités peuvent s'assurer que les personnes se développent bien. Enfin, en gros, c'est ça. Puis ça, en fait, les personnes, elles ne s'impliquent pas ou elles n'évoluent pas directement dans la communauté.
elles s'impliquent, elles évoluent tout le temps par le biais d'une organisation. Fait que dans le fond, ici, moi, les universités, je vais les considérer comme des organisations. Donc, comment des personnes, des diplômés, des futurs étudiants, des étudiants de première génération universitaire s'impliquent ou évoluent dans une organisation et cette organisation, comment elle peut avoir un effet sur la collectivité, sur le développement des collectivités. C'est beau, vous me saisissez tout le monde? Yes. OK. Fait qu'on continue. Ça, c'était la théorique et conceptuelle, peut-être pas. En tout cas, ça en fait partie. OK, ben, je vous l'ai dit, là, on va parler des universités régionales, des groupes de recherche, aussi de la recherche en région, comment ça peut aider les personnes là, à se développer. Puis, en fait, ben, je me suis dit, puisqu'on parle des diplômés, des étudiants universitaires, aussi bien vous sortir quelques statistiques pour bien poser le sujet. OK, ça sent mieux sur l'écran que sur l'écran. Je ne comprends pas ce que tu voulais dire, mais c'est bon. Alors, première chose, ben, d'abord, il faut savoir que 25,5 % de la population du Québec est titulaire d'un grade universitaire, donc TGU. 25,5 % de la population, mais là, je note ici, c'est-à-dire des 25-64 ans, dans les statistiques, c'est cette strate-là d'âge qui est toujours observée, parce que c'est elle qui est la plus susceptible d'avoir fait des études universitaires. En gros, c'est ça, là, elle n'est pas chercher plus loin. Donc, 25,5 % de la population, ce qui fait un quart, en fait, à peu près, là, de la population 25-64 ans, ce qui est quand même pas tant que ça. Ici, j'ai mis en jaune, bon, vous ne les voyez peut-être pas bien, hein, en jaune les statistiques de nos régions respectives, donc Saguenay, Bas-Saint-Laurent. Là, ce qu'on voit ici, au niveau des titulaires de grade universitaire, peut-être là, les deux dernières colonnes ici. Au Bas-Saint-Laurent, dans les 25-64 ans, il y a 15,9 % des gens qui sont titulaires d'un grade universitaire. Puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 16,1 %, donc c'est quand même assez comparable. J'ai mis aussi en jaune l'Abitibi-Témiscamingue, qui est une région, somme toute, assez semblable à la nôtre. Donc, puis pour sa part, c'est 14,1 %. Alors, vous voyez qu'on est quand même en dessous, pas mal, de la moyenne du Québec. Puis, à titre informatif, j'ai mis en rouge les grands centres urbains, donc Québec, Montréal et Laval. Québec, 29 %, Montréal, 40,3 % et Laval, 27,6 %. J'aurais pu mettre la Montérégie aussi, là, qui est la couronne sud, dans le fond de Montréal, où, ben, en fait, c'est à peu près semblable, c'est 22,8 %. Vous voyez qu'il y a vraiment une concentration des diplômés universitaires, titulaires de grades universitaires en centre urbain, comparativement aux régions. Ben, je pense que je ne vous apprends rien à ce niveau-là quand même. C'est quand même quelque chose de connu, mais d'avoir les chiffres en tête, c'est quand même important, c'est quand même intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, ça, c'est les chiffres de 2016, donc ben, les dernières données du recensement qu'on a pu traiter. Bientôt, on va pouvoir traiter celles les plus récentes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2011 puis 2016, il y a eu un accroissement des titulaires de grade universitaire de 9,4 points de pourcentage partout au Québec. Okay? Ça, c'est au Québec, parce que c'est quand même assez intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en fait, la population des 25-64 ans, pour cette même période-là, n'a pas cru. Il y a une croissance nulle. En fait, les 25-64 ans, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y a pas eu vraiment d'accroissement de cette population-là dans ce groupe d'âge-là. Puis les 64 ans, ben, il y en a beaucoup qui sont partis. En tout cas, bref, finalement, c'est une croissance qui est nulle. Fait que là, dans le fond, tu te dis, bon, ben, si cette population-là est nulle, qu'est-ce qui s'est passé? Mais, les statistiques le révèlent, c'est les étudiants internationaux qui permettent finalement, qui ont permis cet accroissement de 9,4 %. Les étudiants internationaux, merci beaucoup de contribuer à rehausser le niveau intellectuel au Québec et dans les régions. Je n'ai pas sorti les statistiques pour les régions, je pense que c'était quand même assez, là, mais on voit qu'il y a une augmentation aussi dans les régions, puis ça se fait directement en lien aussi là, à l'arrivée des étudiants internationaux. OK. Toujours au niveau des titulaires de grade universitaire. Ah oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, excusez-moi. Les titulaires de grade universitaire, c'est peu importe le diplôme ou justement le grade. Fait que ça peut être un certificat, un DESS,
un doctorat, une maîtrise, un baccalauréat, ça inclut tout le monde, OK? Toute cette grande catégorie-là. Mais les statistiques existent pour premier, deuxième et troisième cycle, si ça vous intéresse, là, vous pourrez aller fouiller là-dessus. Si je veux dire, oui. Un autre phénomène intéressant, c'est qu'il y a un écart qui se creuse de plus en plus entre les hommes et les femmes en matière d'être titulaire d'un grade universitaire au profit des femmes. Plus ça va, plus les femmes sont graduées, tandis que les hommes, ils ne stagnent pas. Il y a une augmentation aussi, mais ça va moins vite, en fait, là, au niveau de la diplomation de leur côté. Chez les 25-64 ans, il y a une proportion plus élevée de femmes, 28,8 % que d'hommes, 23 % qui est titulaire d'un grade universitaire. Puis là, j'avais sorti le chiffre, puis je l'ai oublié, mais c'est tout à fait normal. Dans mon cas, je n'ai aucune mémoire des chiffres. Mais dans le fond, là, le point de pourcentage s'est accru vraiment beaucoup en 2011 et 2016 de manière assez significative. Je vous ai sorti les chiffres encore une fois là, pour nos deux régions respectives. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, toujours dans les 25-64, 18,9 % des femmes sont TGU. Et pour les hommes, 13,4 %. Bas-Saint-Laurent, 19,5 % pour les femmes, c'est super bien. Et les hommes, 12,2 %. Je ne sais pas ce que vous faites. Là aussi, il y a les Rimouski, mais c'est ça. Puis, toujours Abitibi-Témiscamingue, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pour les hommes, c'est 10,4 %, 18 % pour les femmes. Mais on voit vraiment l'effet de la structure des économies dans ces territoires-là. Plus c'est une région ressource, très axée, c'est-à-dire, excusez-moi, sur l'extraction des ressources, plus les hommes demeurent de façon générale concentrés dans les emplois du secteur primaire. Donc, tu as besoin souvent d'un secondaire 5 là, en fait, là, pour avoir un très, très bon salaire. Tandis que pour les femmes, c'est toujours un peu plus complexe parce que c'est des emplois non traditionnellement là, féminins. Puis, je vous ai mis, encore une fois, Québec, Montréal et Laval. Fait que là, on voit que chez les hommes, Québec, c'est 26,5, 31,5 pour les femmes, etc., etc. Peut-être juste Montréal, qui est quand même assez intéressant. Montréal, 38,7 % des hommes ont un grade universitaire et 41,9 % des femmes ont un grade universitaire. Fait que vous voyez que ça fait quand même une bonne différence là, au niveau de l'accès à l'université, l'accès aux institutions universitaires de niveau supérieur, ça pourrait être le collège aussi. Bon, ça c'est intéressant. Maintenant, je vous avais dit que je vous parlerais des étudiants de première génération. Qu'est-ce qu'on entend par étudiants de première génération? Pour ceux qui ne le savent pas, les étudiants de première génération, ce sont des étudiants qui sont dits à avoir un faible capital scolaire. Fait que là, vous dites, bon, il y a d'autres capitales. Et oui, le capital scolaire existe. Puis en fait, essentiellement, pour résumer, c'est des étudiants qui proviennent de familles qui n'ont pas été à l'université. C'est dit aussi simplement que ça, là, c'est ça. Il y a très peu de personnes, parce que des fois, il y en a des recherches qui considèrent ça aussi. Dans la famille étendue, il peut y avoir des études universitaires qui peut avoir une influence certaine sur les individus, mais ce n'est pas la famille proche. En tout cas, mais là, dans ce cas ici, si je ne me trompe pas, c'est vraiment les étudiants qui proviennent, c'est pour les étudiants qui proviennent de familles sans diplôme universitaire. Alors, au Québec, 50 % des étudiants ont des parents qui n'ont pas fait d'études universitaires. Fait que 50 %, la moitié de la population. C'est quand même encore énorme. Puis c'est beaucoup plus qu'en Ontario, qu'en Colombie-Britannique, puis qu'en Alberta. Je ne me souviens plus des chiffres, là. C'était quand même assez significatif là, de plusieurs points de pourcentage. Notamment en Ontario, il me semble que c'est 43 % de la population là, qui ont des parents qui n'ont pas fait d'études universitaires. Fait que c'est quand même manifeste. Je vous ai ressorti ici en jaune encore nos territoires, nos territoires universitaires respectifs. Oui, c'est ça. J'ai été quand même assez surprise des résultats. Mais bon, ce qu'il faut comprendre de ce tableau-là, c'est que dans le fond, toujours en 2011 et 2016, la situation s'améliore. OK? Ça, c'est quand même assez intéressant. Mais regardez 2011, où on partait, UQAC 64 %, UQAR 65 %, UQAT 67 %.
c'est pas beaucoup là, de personnes là, qui proviennent de familles avec un grade universitaire. Là, vous voyez la variation là, en écart de points de pourcentage. Puis, ce qui est intéressant aussi à voir, parce que ça, c'est les universités du réseau UQ, là, vous le voyez. Je n'ai pas mis l'UDM, je n'ai pas mis Sherbrooke, je n'ai pas mis Bishop, etc. Ils ne sont pas là-dedans, en fait. Mais ce qu'on sait, puis c'est ce qui est écrit là ici, c'est que cette proportion-là est nettement supérieure à celle des autres universités de la province. C'est-à-dire que les autres universités francophones de la province, il y a 41% des étudiants qui proviennent qui sont des étudiants de première génération. Puis du côté anglophone, c'est 34%. Fait que on voit quand même un effet là, réseau UQ, autres universités, puis en plus, quand on rajoute ça avec les universités anglophones. OK. Qu'est-ce qui explique les hauts taux d'étudiants de première génération sur un territoire? Il n'existe pas tant de recherche que ça, en fait. Ben, assez étonnamment, on a une bonne idée là, de ce qui se passe, mais regardez ici les dates là, des études que j'ai pu répertorier. 81, 82, 88, il n'y a pas tant de recherches que ça récentes qui se penchent sur ce sujet-là. Les premiers facteurs, c'est le statut socio-économique des familles, bien sûr, c'est évident. Donc, plus tu proviens d'une famille avec un statut socio-économique moins élevé, moins tu as de chances d'aller à l'université. Ça, c'est toutes des choses que je pense que vous connaissez. L'inexpérience des parents en matière de fréquentation scolaire, c'est qu'en fait, c'est assez simple. Puisque les parents n'ont pas été à l'université, ils ne sont pas capables de conseiller leurs enfants. Ils ne sont pas capables de leur dire, mais non, tu vas voir, ça va être le fun, ou tu vas être capable, ou moi, dans mon temps, j'ai fait ça, j'ai viré une Christie de boss, c'était vraiment drôle, on a vomi partout. Tu sais, c'est ça, c'est toutes des choses, en fait, là, que les parents peuvent expliquer à leurs enfants qui donnent envie, finalement, d'aller. Bon, c'est pas la question. C'est ça. On se parlera des plantes vertes un jour à Lucas qui sont disparus. Ils étaient au centre social. Ah, tu te souviens de ça? Pourquoi elles étaient aussi vertes? Oh! OK! Fait qu'en fait, c'est ça. L'inexpérience des parents fait en sorte que les enfants, soit qu'ils ne sont pas encouragés, ou soit que les craintes ne sont pas désamorcées. En gros, c'est pas mal. La crainte de quitter son milieu de vie d'origine, c'est autant de la part des personnes étudiantes que des familles. C'est-à-dire que les étudiants ont peur que s'ils s'en vont à l'université, ils vont devenir une autre personne. Fait, la question de la mobilité sociale, c'est le fun en termes de salaire, mais quand tu penses que tu vas te déraciner de ton milieu, puis qu'après ça, tu vas te sentir moins bien, moins à l'aise dans ta famille proche ou dans tes amis, des fois, c'est un facteur qui fait en sorte que finalement, tu décides de ne pas aller à l'université. Puis aussi, c'est les familles qui portent ça en elles. C'est-à-dire qu'elles ont des craintes de voir partir leur enfant, puis que quand il revient, il va vraiment être changé, puis qu'ils vont trouver finalement que c'est vraiment une famille désavantagée ou pauvre ou que sais-je, en fait, qui peut passer dans la tête de ces personnes-là. Donc, elles ne vont pas encourager directement les jeunes à aller à l'université parce qu'elles ont peur finalement que leurs enfants reviennent changer puis les perdent finalement. C'est un peu ça aussi. Fait que c'est pas volontaire, c'est pas dans une volonté active de nuire, pas du tout. Je pense que c'est la peur de perte du lien, en fait, là, qui se manifeste là, au travers de ça. L'éloignement des campus, évidemment, là, ça, c'est un facteur qui ressort assez souvent. Fait, moins de l'université proche, de campus proche, moins tu es susceptible d'aller à l'université. Puis souvent, c'est des coûts associés à la mobilité. Là. Quand tu as besoin de te déplacer 2-3 heures, moi, mes étudiants de Sept-Îles, j'enseigne à Sept-Îles. Durant l'hiver, cet hiver, j'ai enseigné. Les étudiants qui partaient de Bécomo pour se rendre à Sept-Îles en plein mois de février, c'est quand même courageux de le faire, mais elle le faisait, mais il y a des coûts associés à ça. Puis, il faut savoir aussi que les étudiants de première génération universitaire, ils n'ont pas un parcours normal, entre guillemets. Ils ont souvent des parcours atypiques. Ils arrivent plus tard à l'université que les autres étudiants. Souvent, ils font du temps partiel au lieu de faire du temps plein. Souvent, ils travaillent déjà, donc ils conjuguent l'emploi avec les études. Tu rentres là-dessus, la famille, les enfants, ce qui fait qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'obstacles à abattre finalement pour avoir leur diplôme universitaire. Donc, c'est ça. Le coût associé à la mobilisation, là, ça rentre dans le calcul finalement quand tu décides d'aller aux études ou pas. Puis compte tenu finalement du salaire aussi, c'est le calcul du fond du salaire que ça va te donner
plus tard aussi. Parce que je vais être capable de rembourser rapidement mes dettes. Puis aussi, mais ça, on ne le voit pas dans les études sur les étudiants de première génération universitaire, mais moi, je l'ai vu dans mes travaux sur... j'ai fait quelques recherches ces dernières années sur l'employabilité, en fait, des personnes avec des très grands facteurs d'exclusion du travail. Puis c'est beaucoup ce qui ressortait là-dedans, c'est qu'en fait, le marché du travail à l'heure actuelle, vous le connaissez, vous le savez, là, il y a une pénurie d'emplois, pas d'emploi de travailleurs, vraiment pas d'emploi. Il y a une pénurie de travailleurs, ce qui fait en sorte que les jeunes sont plus portés à aller travailler sans avoir un diplôme. Mais ça, c'est particulièrement flagrant chez les jeunes qui proviennent de familles qui n'ont pas de grade universitaire, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas l'intérêt d'aller s'endetter pour un bac de 4 ans, voire une maîtrise ou un doctorat, puisqu'ils peuvent gagner 100 000 par année avec des fois même pas un secondaire 5 terminé. C'est ça aussi qui se passe. Mais ça, c'est problématique, puis je vais vous le dire, puis je pense que certains d'entre vous le connaissent, c'est que le cycle économique dans lequel on est actuellement, il va arriver à sa fin, puis il va y avoir des pertes d'emploi, il va y avoir une moins bonne situation économique. Les premières personnes à perdre leur emploi, là, ce ne sera pas le titulaire du bac, du doctorat, de la maîtrise. Ça va être eux autres. Ça va être eux autres qui n'ont même pas un secondaire 5 déterminé, puis qu'on va jeter à la rue, puis qui vont se ramasser avec des problèmes finalement, parce que là, ils ne seront plus capables de se requalifier facilement et donc de retrouver du travail. C'est vraiment là, une situation qui est quand même assez complexe là, à ce niveau-là. OK, si je résume, sur le côté de tous les facteurs, de toutes les études qui ressortent que j'ai pu lire là, pour préparer cette communication-là, ce qu'on constate, c'est un manque de reconnaissance du rôle de l'université ou de ce qu'est une université et à quoi ça peut servir. De la méfiance aussi beaucoup envers les établissements de cycle supérieur. De l'éloignement qui peut être physique, c'est-à-dire que quelqu'un est loin, qu'il n'y en a pas partout et tout ça, mais ça peut être au niveau aussi de la culture, au niveau des valeurs, etc., etc. Puis il y a aussi une mal perception de la valeur, de à quoi ça peut servir concrètement à la vie, à part le salaire. À quoi ça te sert d'apprendre à réfléchir? Puis ça, c'est mal compris. Puis on voit en fait, je lisais un article ce matin, je pense, là-dessus sur les dommages en fait des réseaux sociaux sur la mésinformation, puis le manque de profondeur, il n'y en a pas du tout, de réflexion sur certains phénomènes et tout ça. Donc, tout le monde donne son opinion, puis toute opinion est valable, tandis qu'on sait que ce n'est pas ça, en fait. Bref, c'est ça. En matière de science, on s'entend, toute opinion est valable, mais dans certains contextes, peut-être, mais pas en termes de science. Je pense que c'est peut-être ça aussi qu'il faut comprendre. C'est un peu tout ça qui ressort. Nicolas, tout à l'heure, nous a présenté un super beau graphique 3D high-tech fait par mon collègue. J'ai fait quelque chose d'encore mieux. Préparez-vous à être ébloui. Ça commence par l'université. Non, un peu, laissez-moi une chance, OK? Ça commence par l'université, le système, le microsystème. Je vous ai parlé des microsystèmes tout à l'heure. Le microsystème université. Attention, êtes-vous prêts? Les microsystèmes, personne, les ontosystèmes. Et attention, il n'y a pas de relation. Hein? T'es-tu jaloux? Ouais, hein? Juste pour vous expliquer le principe des lignes ici, c'est quand on fait des cartes sociales de nos personnes pour savoir comment ça va dans leur environnement. Les lignes, c'est les relations. Les doubles relations, c'est qu'il y a une possibilité de relation d'un bord et de l'autre, finalement. Puis quand on met une ligne, c'est qu'il n'y a pas de relation ou que la relation est endommagée. Pour X, Y raison, tout ça, bon. C'est ça. Mais, tu sais, dans le cas des étudiants qui n'ont pas fréquenté, qui proviennent de familles qui n'ont jamais fréquenté l'université, c'est devant ça qu'on se retrouve ici. Si je vous ramène à mon autre graphique de tout à l'heure en 3D, c'est qu'il n'y a pas de relation entre le microsystème famille et les microsystèmes. Et ça, en soi, ça fait en sorte finalement que ça empêche le développement du reste, en fait, de la collectivité. Alors, après avoir ébloui avec ce graphique-là, je vous apporte ailleurs. Moi, ayant en tête ces chiffres-là, toutes ces informations-là, ces réflexions, puis l'approche, finalement, que je vous ai présentée tout à l'heure, j'ai lu un peu sur le rôle de l'université. Puis pourtant, on les connaît, c'est quoi le rôle d'une université dans une région? Essentiellement, on les connaît,
Mais je suis tombée sur un article de l'association des, en tout cas, là, je vous le traduis en français, l'association des universités et collèges ruraux aux États-Unis, quelque chose du genre, qui, eux, ont fait des recherches là-dessus, des professeurs, en fait, sur le rôle de l'université. Eux autres, ils proposent le concept de stewardship of place. Il ne se traduit pas vraiment. Ce concept-là, moi, je ne suis pas parfaitement bilingue, je me débrouille très bien, je n'ai pas réussi à trouver quelque chose d'intéressant. J'ai demandé à mes collègues qui, eux, sont parfaitement bilingues, voire des natifs en langue anglaise, comment traduire, puis c'est ça, il ne se traduit pas vraiment en français, là. Puis dans d'autres langues aussi, remarquez bien, la traduction littérale, ça serait intendance. Mais là, maintenant, c'est pas de ça qu'on parle non plus ici, là, de l'intendance, puis c'est pas dans ce contexte-là non plus qu'on veut l'apporter, je pense, là, les études que j'ai lues sur le sujet. Être responsable de, c'est déjà un peu mieux, mais c'est pas tout à fait ça non plus. La notion de leadership rentre là-dedans, mais encore une fois, c'est comme incomplet. Puis il y en a un même qui avançait l'idée d'être un gardien du savoir, ou gardien de je ne sais pas trop quoi. Là. C'est ça. Puis enfin, en faisant des recherches là-dessus, je me suis aperçue, comme je vous disais, qu'il se traduit difficilement en français, mais dans d'autres langues aussi, parce que je suis tombée sur la transcription d'une table ronde qui a eu lieu sur le concept de stewardship of place. C'était des intervenants d'un peu partout dans le monde qui devaient essayer de le traduire puis de l'expliquer comment ils s'ancraient dans leur milieu. C'était dans un contexte de développement durable, mais c'est pas grave, je pense que ça revenait quand même, c'était quand même pertinent à la présentation ici. Puis là, je vous ai mis dans le nuage de mots toutes les définitions, tous les termes qu'ils ont utilisés finalement pour tenter d'expliquer le concept de stewardship of place. Puis en fait, le terme qui revient souvent, c'est le terme prendre soin. Je trouvais ça intéressant, ce concept-là de prendre soin, pour des éléments qui ramènent au continuum de l'empowerment que je vous ai montré tout à l'heure. Mais en tout cas, j'y reviens tout à l'heure. Mais sinon, être responsable, il y en a beaucoup qui mettaient ça dans un contexte de ruralité ou de région éloignée. Être l'autre, des relations, implications, synergie, donner le pouvoir, chérir, prendre soin. Bon, vous voyez, là, c'est tous des éléments qui ressortent souvent. Fait que moi, je me suis mis à réfléchir par rapport à ça. Bon, OK, une université régionale qui prend soin de sa communauté. OK. Oh. Pas trop. Fait que, OK. Je trouvais ça quand même intéressant. Puis j'ai quand même, j'ai poursuivi mes lectures sur le sujet. Puis là, je me suis mis à réfléchir. Bon, le réseau UQ, vous savez, là, je vous ai copié-collé sur le site là, de la page UQ. Vous savez dans quel contexte ça a été créé. Hein? Créé en 1968. L'objectif, la mission, accroître le niveau de formation, assurer le développement scientifique du Québec et contribuer au développement de ces régions. D'accord? OK, ça se place, c'est correct, ça s'enchaîne tranquillement, pas vite. Puis, j'ai été voir aussi du côté, puis ça, c'est peut-être plus à titre informatif, mais du côté des États-Unis, comment eux, ils vivaient ça, la recherche des universités en région ou en contexte rural. Puis, je me suis aperçue en lisant sur le sujet que finalement, ils avaient les mêmes problèmes que nous, essentiellement. La structure universitaire n'est pas exactement la même. Là, pour ceux qui connaissent un peu, il y a différentes sortes d'universités. Mais je trouvais ça quand même intéressant de voir que finalement, le modèle traditionnel qu'ils avaient, c'est-à-dire d'être un endroit de formation uniquement où il y a peu ou pas de recherche, ne tient plus à l'heure actuelle pour les enjeux globaux, macro-systémiques et tout ça. Ne serait-ce que les cours qui se donnent en ligne maintenant, tu n'es plus juste obligé de les donner à ta gang sur ton territoire. Tu peux maintenant les offrir partout dans le monde. Fait que ça change une dynamique en matière d'implication dans un territoire. D'offrir des cours qui étaient un peu dispersés. Maintenant, on essaye de se structurer davantage. Bon, eux autres, c'est ça, comme je vous dis, les universités rurales ou régionales aux États-Unis, souvent, c'est vraiment de former les gens, puis il y a peu ou pas de recherche qui se fait, en ce sens que souvent, il n'y a même pas de programme de doctorat qui se donne, de troisième cycle. Mais là, dans le fond, ils évoluent pour finalement offrir davantage de programmes de cycle supérieur, une approche individualisée et évidemment la question de la diversité, d'équité et d'inclusion qui est pertinente dans leur cas, eux autres, avec tous les problèmes d'inégalité avec les peuples afro-américains, les collectivités autochtones aussi, bon, et tout ça. Là. Il y a tout ça. Essentiellement, aux États-Unis et nous autres au Québec, on vit un peu, en fait, les mêmes
les mêmes enjeux, pas tout à fait pareils, mais quand même suffisamment semblables. Ce qui m'amène à vous dire le concept de stewardship of place. Qu'est-ce qu'il implique concrètement au niveau régional? Et là, je vous ressors, je vous ai sorti là, les différents éléments qui sont ressortis des textes que j'ai lus, et le plus récent qui est l'Orphan and McClure. La connexion au territoire, elle est évidente, donc c'est de s'ancrer, de s'enraciner, de comprendre le milieu, puis d'être capable de déployer, je ne veux pas dire offre de service, ce n'est peut-être pas le meilleur terme, là, mais d'offrir quelque chose, de prendre soin selon les réels besoins de la communauté. La notion de réciprocité aussi qui est importante là-dedans. C'est-à-dire que l'université, oui, offre de la formation, apporte un savoir et tout ça, mais en retour, la communauté, elle apporte aussi des connaissances du savoir et tout ça. Fait que ça, d'en prendre conscience, c'est une chose, mais aussi d'être capable de le faire vivre, ce concept-là, c'en est une autre. Symbiose et synergie, c'est de travailler ensemble en partenariat, en collaboration, la recherche engagée pourrait rentrer aussi là-dedans, bien sûr. La notion d'adaptabilité, on l'a vu avec la COVID-19, qui est une crise sociale totale selon les mots de Marcel Mars, mais aussi la crise climatique, la crise économique, les crises systémiques qui s'en viennent ou qu'on vit déjà à différents degrés. Elles apportent des changements, puis elles font bouger le territoire de façon très, très rapide, ce qui demande finalement aux universités de se redéfinir souvent et constamment et de façon de plus en plus rapide. Alors, il y a cet aspect-là qui doit être repensé aussi. La diversité des approches en fonction des besoins, c'est un autre mot que je n'aime pas vraiment, là, mais des besoins, mais de ce que la communauté requiert en termes de recherche, d'études, de formation et tout ça, mais aussi au sein des universités d'offrir une diversité d'approches aussi et non pas juste de se garer dans une seule voie. L'engagement, on revient peut-être ici à la notion de recherche partenariale aussi, qui est encore plus importante dans un contexte rural parce que, étant la seule université ou le seul campus, souvent à plusieurs kilomètres à la ronde, mais ça te place dans une position où ces choses-là doivent être faites, puis elles doivent être bien faites aussi. Parce que les gens, ils n'ont que vous, finalement, comme institution, une institution d'études supérieures. Promouvoir la mobilité sociale et l'égalité des chances, ça se concrétise par différentes choses, mais c'est de voir dans ton milieu quels sont les groupes vulnérables, quels sont ceux et celles qui sont moins portés à aller vers les études de cycle vers les études universitaires. Puis en fonction de ça, offrir des bourses, faire des programmes adaptés. Bon, vous voyez, offrir un service de garde sur le campus. Déjà, rien que ça peut être très facilitant pour plusieurs personnes. Puis ça, en favorisant l'égalité des chances d'accéder, on facilite la mobilité sociale aussi. Et aussi, Orphan et McClure insiste sur un point, c'est que tous ces beaux principes-là ou ces éléments-là, s'il n'y a pas une volonté institutionnelle concrète, directe, de les asseoir directement dans la collectivité, dans la communauté, à ce moment-là, on se retrouve finalement avec une université factice en termes d'implication dans le milieu. Donc, très, très, très important de ne pas oublier cet aspect. Quand vous dites, super le fun, Sabrina, mais en quoi ça nous touche, nous, les groupes de recherche et tout ça? J'arrive. J'arrive, en fait, en terminant un peu là-dessus. C'est que, puis là, je ramène ça à mon histoire de l'INRS, puis tout le contexte et tout ça. C'est que c'est sûr que si on se compare en termes de recherche régionale, on va dire ça comme ça, aux centres de recherche en milieu urbain et tout ça, la comparaison ne sera jamais à notre avantage. Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes ressources, mais aussi et surtout, on n'a pas les mêmes objectifs. Et ce que j'ai essayé de vous démontrer avec le principe d'université régionale, c'est d'être axé beaucoup plus sur ce qui se passe, être connecté sur ce qui se passe dans le milieu, plutôt que d'offrir quelque chose pour différentes personnes ou même l'offrir à l'international. En ce sens-là, on va être condamné à toujours être perdant si on continue à se comparer en ces critères-là. Puis,
La théorie de l'identité sociale de Tachfeld et Turner, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, elle explique les comportements intergroupes, c'est-à-dire comment les groupes se comparent les uns avec les autres, puis comment ils se placent aussi dans la société, puis comment il y en a qui se constituent comme gagnants et d'autres perdants. Mais en fait, Tachfeld et Turner, ce qu'ils disent, c'est que souvent, il y a des groupes qui, justement, ne sont jamais gagnants selon les règles. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils changent les règles. Ils changent les éléments de comparaison, finalement, pour être, finalement, devenir plus intéressant ou être les gagnants. Puis, je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire quand on se compare aux autres. Ce n'est pas de se baser sur les octrois en recherche, le nombre de professeurs, là, etc., mais il faut voir ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de mieux? Puis c'est en se comparant de cette manière-là que finalement, on pourra vraiment comprendre notre véritable valeur. Puis en portant ça, en comprenant ça, après ça, c'est d'aller l'expliquer aussi dans le milieu, puis de le valoriser. Alors, il faut continuer à faire ce qu'on fait de mieux. On forme majoritairement des étudiants de première génération universitaire, puis c'est super, super, super important. C'est très important parce que là, j'aurais pu aussi vous parler de tous les impacts des études sur la santé, le développement de la santé, tout ça. Je ne l'ai pas fait, je manquais de temps, mais c'est vraiment très important. Donc, il faut continuer à le faire parce que c'est notre mission, une de nos missions premières. Provoquer la mobilité sociale en créant des programmes, des bourses, comme je vous le disais, des programmes plus adaptés à des contextes qui sont différents aussi. Ça, je pense qu'on peut le faire. Pas toujours facile, je le sais, non? Mais en tout cas, au moins, on est mieux... on est mieux positionné que d'autres pour le faire, finalement. Favoriser la réflexion collective aussi. Ça, on peut le faire, ça peut être dans le cas des élections, dans le temps des élections, on fait des tables rondes de discussion, bon, on fait des séminaires, on invite des intervenants, bon, ça peut être ça. Soutenir le développement de nos milieux, une université forte, ça peut mener à une collectivité forte, mais une collectivité forte va mener aussi en quelque part à une université forte. C'est le temps que je cherche, parce que là, je suis capable de parler. Je pense que c'est vraiment important là, à bien aussi là, à bien comprendre notre rôle, en fait, dans un contexte d'université régionale. Puis, il faut se comprendre aussi comme une partie, si je reviens à mon microsystème, il faut se comprendre comme une part du grand design là, des différents systèmes, puis arrêter de se voir tout le temps comme un électron libre ou quelque chose qui est sorti. C'est pas vrai. On est dans le système et il faut bien peut-être mieux la comprendre, cette place-là, puis en profiter finalement. En gros, ce que je voulais vous dire, que j'espère que je vais pouvoir vous faire réfléchir là-dessus, c'est qu'on n'est pas ce que l'on est parce qu'ils ne le sont pas. On est ce que l'on est parce que les autres ne le peuvent pas.